Bonjour à tous, il est l'avocat le plus célèbre de France, l'un des plus puissants, l'un des plus craints aussi. Il a défendu Yvan Colonna, Jérôme Cahuzac, Jérôme Kerviel, Karim Benzema, Bernard Tapie, mais aussi Abdelkader Mera, estimant comme Voltaire que mieux vaut 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison. Bonjour Éric Dupond-Moretti. Bonjour Audrey. Merci d'être là. Merci à vous de m'inviter. Éric Dupond-Moretti, alias Acquittator, pour le nombre d'acquittements, 144. Alors Acquittator, je sais que vous n'avez pas ce surnom, mais c'est quand même mieux que Perdator, non? C'est ça. Ouais. Hein? Ouais. L'un dans l'autre. On s'habitue, mais au fond, oui, ça fait un peu magicien, ça fait un peu fétichiste, j'aime pas. On oublierait presque qu'on a une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. 144 acquittements, ça rend fier ou heureux? Ah non, ça rend fier quand même. Mais bon, Acquittator, il y a un petit côté inutile. Alors, vous publiez chez Kero le dictionnaire de ma vie, un livre dans lequel vous parlez de vous de manière alphabétique. Je vous propose qu'on parle aussi de vous de manière chronologique, d'accord? D'accord. Commençons donc par hier. Yesterday. Votre mère, Elena Moretti, italienne, était femme de ménage. Votre père, Jean-Pierre Dupont, ouvrier métallurgiste. Il meurt d'un cancer quand vous n'avez que 4 ans et demi. Le manque de votre père, c'est la rage qui vous anime dans vos plaidoiries? Oui, il y a de ça, oui, forcément. Je pense qu'on soigne tous nos névroses, enfin qu'on essaie de le faire. Et la mort du père, c'est une injustice originelle, évidemment, dont on ne se remet jamais. Votre mère, donc Elena Moretti, elle travaille très très dur pour vous payer une école privée. Quand vous ajoutez le nom Moretti à celui de Dupont, c'est pour vous distinguer, mais c'est surtout pour lui dire merci? Bien sûr, c'est pour lui rendre hommage, oui. Parce qu'elle m'a élevé seule, dans des conditions qui étaient assez difficiles pour elle. Et puis, j'ai trouvé que c'était bien de faire ça. Et alors, pour l'aider, il y a aussi votre grand-mère, Louise. Elle vous enveloppe d'une tendresse infinie. Sacré personnage, communiste intrépide. Elle avait sauté en parachute pendant la guerre. Une juste qui fumait des gitanes. C'est elle qui vous transmet l'amour du verbe. Ouais, quand on revenait d'avoir travaillé, là, mes grands-parents, ils installaient la toile cirée et puis les dictionnaires, et puis on faisait des mots croisés. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, peu. Puis on passait des heures entières. Et je savais à 6 ans que Na, c'était une interjection enfantine en 2 lettres, et No, le théâtre japonais, en 2 lettres. Voilà. Eh oui, ça change tout. Ça change tout, ouais. Enfin, beaucoup de choses. Ouais. Alors, vous avez 15 ans quand un procès débouchant sur la condamnation à mort d'un homme, suivi de sa décapitation, vous marque. Oui, c'est l'exécution de Ranucci. Moi, je suis pas Christian issu Ranucci, c'était au Beaumet en 76. C'est ça, exactement, oui. Je suis pas issu du sérail judiciaire, je connais rien à ces choses, mais l'exécution de ce jeune homme, qui avait une vingtaine d'années, me glace d'effroi. Et dans mon romantisme d'adolescent boutonneux, surtout, ou peut-être, j'imagine que je pourrais devenir avocat. Seul, un peu contre tous, me battant contre le spectre de la peine de mort, qui est pour moi une abomination absolue. Et je développe cette idée, et je veux devenir avocat. Alors venons-en maintenant à quelques-uns de vos grands procès. D'abord, celui qui vous révèle au public, c'est Outreau. Outreau, vous défendez la boulangère, Roselyne Godard, l'une des rares acquittées. Outreau, c'est l'un des procès qui ont plus marqué les Français. Et vous, c'est l'affaire qui vous a le plus marqué? En tous les cas, c'est une affaire qui permet aux Français de savoir comment fonctionne sa justice. Parce que trop, c'est une accumulation de mauvaises habitudes. C'est pas un objet judiciaire non identifié, une espèce d'ognie comme ça. Non, non, non. C'est des choses que l'on connaît bien, et Outreau les concentre toutes. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'abus de détention provisoire, c'est-à-dire l'absence de contradictoire, c'est-à-dire l'absence de place de la défense. Et tout ça, ça se retrouve dans le rapport d'enquête parlementaire qui sera fait après. Et les Français vont découvrir, notamment au travers du travail parlementaire, puisque c'est un travail public, accessible, il y a des heures de télévision, ils vont découvrir comment fonctionne leur justice au quotidien. Alors vous allez ensuite défendre Yvan Colonna, Bernard Tapie, Jérôme Kerviel, Karim Benzema, Jérôme Cahuzac, Abdelkader Mera. Qu'est-ce qui vous fait accepter une affaire? Le niveau d'injustice, le niveau d'honoraire ou le niveau de médiatisation?
Alors, le niveau de médiatisation, sûrement pas, parce que 90% de mes affaires, c'est des affaires qui ne sont pas médiatiques. Je viens de plaider à Albi, il n'y avait pas un journaliste dans la salle. Non. D'abord, est-ce que ça rentre dans mon domaine de compétences ? Est-ce que l'affaire m'intéresse ? Et j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir donner un sens à ces coups de cœur. Alors que quand j'avais 25 ans, j'étais jeune avocat, ce qui venait, je le prenais. Les honoraires, évidemment, ça fait partie de... Je vis de ce métier, ça n'est pas une contingence qui m'est étrangère. Et puis, il y a l'agenda aussi. Puis ensuite, il y a le feeling que j'ai avec celui que je dois défendre. Alors, on reviendra sur certains de vos procès en parcourant votre dictionnaire, mais y a-t-il des personnes que vous saviez coupables et que vous avez réussi à faire acquitter ? Non, il y a des gens dont je pouvais penser qu'ils étaient coupables parce que je peux être impressionné par les charges qui pèsent contre eux. Mais en même temps, c'est les juges qui acquittent. Hein. Donc il faut qu'il y ait des éléments de débat pour que l'on acquitte quelqu'un. Il faut que les charges soient discutées. Et quand je repense à ceux-là dont je me dis que peut-être ils étaient coupables, d'abord je n'en ai jamais eu la certitude, mais surtout je me dis que si j'avais été juge, j'aurais acquitté. Ouais. J'aurais pas pris le risque d'envoyer un innocent en prison. À l'inverse, y a-t-il des clients dont vous étiez convaincu de l'innocence et que vous n'avez pas réussi à faire acquitter ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a des gens dont j'ai la certitude, aujourd'hui encore, chevillés au corps qu'ils sont innocents, et ils ont été condamnés. Et à l'époque, en particulier avant 2000, il n'y avait pas d'appel, par exemple, des décisions de cour d'assises. On disait la souveraineté populaire s'est exprimée, elle ne peut pas se tromper, et c'était comme ça. En tout cas, avoir Dupond-Moretti comme avocat, c'est quand même l'assurance d'avoir plus de chances de s'en sortir. Si vous me posez la question que je vous réponds franchement, je vous dis j'espère. Allez, maintenant, parlons d'aujourd'hui. Avant votre livre, dites-nous ce que vous pensez de la réforme de la justice de Nicole Belloubet. Alors, très décriée par nombre d'avocats en grève. Belloubet, coupable, peut-on lire. Ça vous donne envie de la défendre ou pas ? Il y a une chose, moi, qui me chagrine dans ce qu'on est en train de nous préparer, c'est ce fameux tribunal criminel. C'est-à-dire qu'on va, une fois encore, réduire l'intervention du jury populaire. Le jury populaire, c'est une bouffée d'oxygène dans le corporatisme des juges, et c'est un acte directement démocratique. On a supprimé le nombre de jurés, là, il y a quelques années, et maintenant, il y a tout un pan des affaires criminelles, normalement jugées par des Français de plus de 23 ans, n'ayant jamais été condamnés. Ces affaires-là ne seront plus jugées que par des juges professionnels. Professionnaliser, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème, oui, parce que il n'y a plus d'endroit où la justice sera rendue par le peuple. L'objectif, c'est quoi ? C'est de professionnaliser et de désengorger la justice ? C'est ça ? Je ne sais pas si ça désengorge la justice, mais ça cultive l'entre-soi des professionnels. Moi, l'idée que des gens qui sont journalistes, bouchers, garagistes, peu importe, chômeurs, rentrent dans l'enceinte judiciaire et jugent, la justice en France, elle est rendue au nom du peuple français. Et il en est exclu de plus en plus. Voilà, ça me chagrine. Et quel est le vrai problème de la justice en France ? Le manque de moyens et donc l'engorgement dans les tribunaux ? Ou trop, par exemple, c'est pas le manque de moyens. C'est le corporatisme, le problème. C'est comme l'a dit le président Canivet, qui était un très très haut magistrat, aujourd'hui à la retraite, c'est l'idée que personne ne contrôle plus le travail de personne. C'est ce qu'il a appelé la bureaucratie judiciaire dans toute sa splendeur, dans toute sa laideur. Ça, c'est un des problèmes. Le doute, par exemple, c'est gratuit. Hein. Alors je sais qu'il y a des problèmes de moyens. C'est vrai qu'il faut attendre longtemps pour avoir des décisions, qu'il manque de greffiers, qu'il manque de personnel. Tout ça, c'est une réalité. Mais ne se retrancher que derrière cela pour expliquer au fond et se justifier des dysfonctionnements, ça ne me paraît pas correct. Alors parmi les mots du dictionnaire de votre vie, le plus important et le premier de tous, c'est acquittement, le plus beau mot de la justice, écrivez-vous. Oui, bien sûr. L'acquittement, c'est on n'a pas de preuves, on ne condamne pas. C'est beau, non ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On n'a pas de preuves, on condamne quand même ? Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est la décision de justice par excellence. C'est-à-dire, on peut penser que vous êtes coupable, on peut le subodorer, on peut l'imaginer, mais on n'a pas de preuves et on s'arrête là. Ça, je trouve que c'est une garantie formidable pour tous les justiciables. Cuisine. Oui. J'ai davantage confiance en la cuisine de mon pays qu'en sa justice.
Vous aimez manger, hein. Vegan, c'est pas votre truc. Hein. Je connais la justice, je connais la cuisine de mon pays, donc voilà, j'ai choisi. Non, vegan, c'est pas mon truc, non. Non, pas du tout mon truc. Vous aimez bien manger? Oui, bien sûr, oui, je suis un hédoniste, oui. Je conçois difficilement la vie sans vin et je me méfie de ceux qui ne l'apprécient pas. C'est vrai. Votre recette préférée? La mienne? Oui. Allez-y, décrivez-la nous, on a la photo. Non, il faut qu'on l'achète. On a la photo, elle est derrière vous, Ouais. regardez. Ouais, ça ressemble un peu à ça, oui. Alors, c'est pâte. C'est d'abord de bonnes pâtes, pas n'importe lesquelles. Mais je peux pas donner la marque ici. Huile d'olive excellente. Faut pas que ça sente le ronce. Il faut du piment, il faut des capres, il faut du basilic. Et alors je dis pour l'anecdote que Frank Sinatra faisait venir son basilic de Gênes. Ça c'est un peu du snobisme, mais voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut de l'ail. Et puis un excellent fromage. Et puis bien sûr un bon verre de vin. Et un verre de vin, évidemment. Oui, forcément, Eh oui. oui. Ça fait saliver rien que d'en parler. Oui. Un autre mot de votre vie, dédiabolisation. Dédiabolisation du FN, une mascarade, dites-vous. Le FN, c'est l'une de vos bêtes noires. Vous auriez pu défendre Jean-Marie Le Pen? Bon, je crois d'abord qu'il ne me l'aurait pas demandé. Hein. Il avait un avocat qui s'appelait Vallerand de Saint-Just. Je dis il avait parce que Vallerand de Saint-Just est un de ceux qui le critiquent le plus aujourd'hui. Il l'a défendu partout. Non, j'aime pas ce qu'il véhicule, j'aime pas ces gens. Je sais d'où je viens. Ils ont une vision des choses qui ne me plaît pas. Là, on a vu à la Marche Blanche là l'attitude qu'ils ont eue. D'abord, ils ne sont pas venus, et puis De Myriel ensuite, Knoll. mais bien sûr, pour cette malheureuse dame qui est morte à raison du fait qu'elle était juive. Puis ensuite, ils sont venus, mais ils sont pas venus pour soutenir les juifs, ils sont venus pour crever les Arabes. Voilà moi ce que je pense. Lui s'est occupé des juifs, elle s'est occupée des Arabes. C'est une petite entreprise qui marche bien. Puis il y a le casier judiciaire du FN. C'est tous les gens qui le font, le FN, là, dont je parle. Et puis il y a évidemment, là on vient de le voir, les nouvelles prises d'opposition. Lui il est parti, semble-t-il, avec quelques amis néo-nazis. Et puis il y a la fameuse quenelle du sieur Soral, du sieur Dieudonné, tout ça, au mémorial de la Shoah à Bruxelles. Non, j'aime pas ces gens. Ils nous éloignent de... Ils renforcent les communautarismes et moi je trouve que c'est infiniment dangereux. Puis eux, vous voyez, le terrorisme les nourrit. Chaque fois qu'il y a un attentat, ils en profitent allègrement. Dans la famille FN, alors s'il y en a un que vous ne portez pas dans votre cœur, c'est Gilbert Collard, votre confrère. C'est quoi le cadavre entre vous? C'est un vieux cadavre. Gilbert Collard, il a tout fait. Il était socialiste, disait-il. Hein. Puis il est devenu Ratsoc, et puis il est arrivé au FN. Il était contre la peine de mort. Il est pour aujourd'hui. Bon, voilà. Pas grand-chose à dire d'autre. Indignation. Elle est inhérente à ce que je suis. Vous parlez d'un stigmate originel. Oui, bien sûr. D'abord, quand on est avocat, on est forcément indigné. C'est une des qualités de l'avocat, évidemment, que l'indignation. On ne peut pas se résigner devant l'injustice. Donc moi, j'ai été indigné par la condition ouvrière, qui était celle de ma mère. C'était compliqué, c'était difficile. J'ai été indigné parce que mon grand-père, que l'on a découvert vraisemblablement assassiné le long d'une voie ferrée, eh bien, quand l'aîné de notre famille est allé déposer une plainte, les flics s'en foutaient complètement. C'était un immigré italien. On n'a rien fait. Voilà. Ça, c'est dans l'ADN de ma famille et ça nourrit une certaine indignation, bien sûr. Autre mot, Merah Abdelkader, le frère de Mohamed Merah. Vous dites qu'il fallait un coupable. Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit que si Mohamed Merah, qui est l'assassin, avait été arrêté, Abdelkader Merah n'aurait jamais été poursuivi. Bien sûr. C'est un coupable de substitution. La justice a même dit d'ailleurs que c'était un faux coupable de substitution, puisqu'il a été acquitté sur la complicité. Vous avez plaidé l'acquittement, vous l'avez obtenu, mais le parquet général a fait appel. Pendant le procès, vous avez alerté sur le pouvoir de l'opinion publique. L'opinion publique, cette prostituée qui tire le juge par la manche, disait le grand avocat Moreau Diaferi. Oui, il faut se défier de... Vous savez, l'enjeu de ce procès, c'était quoi? C'était, est-ce qu'on appliquait encore les règles? Ou bien est-ce que l'opinion publique, le chagrin des victimes emportait tout, comme une espèce de tsunami, et plus rien n'avait de sens? Et les juges ont choisi de laisser l'opinion publique à sa place. Ils ont pris en considération le chagrin des victimes et ils ont eu le courage de dire un certain nombre de choses dans un arrêt qui est extrêmement motivé. Le parquet général a interjeté appel, nous verrons. Ça revient l'année prochaine.
Se méfier de l'opinion publique, en tout cas. Les faits se disloquent, vous dites. Bien sûr, l'opinion publique, elle fait de la rumeur une preuve. C'est extrêmement inquiétant, l'opinion publique. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux où vous avez le verdict prononcé par Moto 59, Faucon 72. Ces types méritent même pas d'être publiés. Ils sont d'ailleurs distraits. Ils oublient de signer de leur véritable identité. Il y a un ramassis de conneries là-dedans. C'est terrifiant, ça. Il faut s'en défier. Je pense que c'est porteur d'un certain nombre de choses naturellement positives, mais c'est aussi porteur de délation, de la plus mauvaise facture, tout ça. Oui. Notoriété, l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire ce métier public et que j'ai rapidement compris que je n'irais pas pécho en boîte de nuit. Oui, c'est vrai. On fait avec ce qu'on a. Non. Ça motive. Oui, forcément, mais je pense qu'on a tous des ressorts comme ça. Oui. Oui. Faut le dire, quoi, simplement. C'est un peu douloureux de le dire, mais une fois que c'est dit... Et une fois qu'on est célèbre, ça va mieux. C'est ça ? Ouais, non, mais vous savez, je pense qu'on vit aussi avec le regard des autres, que c'est extrêmement important. Moi, j'étais un peu rondouillard, je ne plaisais pas au fils, c'était compliqué, etc. Et je me suis rendu compte que l'expression orale me sauvait de cela. Vive les mots. Parole, un mot. Vous dites, c'est un de vos mots, hein, parole. Une fois les premiers mots lancés, la jouissance est là. Oui, bien sûr, oui. J'ai repris, d'ailleurs, j'ai paraphrasé Badinter qui avait dit, enfin, excusez-moi, hein, c'est Badinter, plaider c'est bander et convaincre c'est jouir. Évidemment, c'est au sens figuré, je rassure tous les téléspectateurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de charnel, de très intense. Ce moment où vous plaidez, c'est un moment extrêmement difficile, mais aussi extrêmement jouissif, c'est vrai, oui. Surtout quand votre parole est libérée, que vous sentez que vous captez l'attention, que les choses sont possibles, que le contradictoire peut avoir vocation à devenir une efficacité judiciaire, oui, bien sûr, oui. Et vous avez longtemps vomi avant les plaidoiries. Ah oui, ça a duré 10 ans, c'était un vrai trac, oui. Oui, exact. Secret. Où était-il le secret de l'instruction dans les récentes affaires qui ont passionné les Français, hein, l'affaire Mélis, l'affaire Alexia Daval? C'était sur les plateaux de télé. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est de pire en pire. Qu'est-ce que vous vous dites? Je suis depuis peu de temps l'avocat d'Alexandre Djouri. Je n'ai pas accès au dossier, il n'est pas mis en examen officiellement, hein, il est à Londres, il se soigne. Dans l'affaire du financement, il vient présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy. Oui, j'ai entendu un journaliste d'un très grand quotidien du soir dire sur un plateau de télé qu'il avait vu le dossier. Comprenne qui pourra. Moi, je comprends ce que ça veut dire. Je suis en train de préparer une plainte pour violation du secret de l'instruction, qui naturellement n'aboutira pas, parce qu'elle n'aboutit jamais. Et je pense que dans mon viseur, il y a peu de monde. Il y a les juges, le personnel du greffe, mais ça m'étonnerait beaucoup, la police et les procureurs. Et voilà. Cette justice qui est rendue devant la télé, devant les caméras, avant d'être rendue devant les tribunaux, ça vous choque que vous vous dites, c'est l'époque, c'est comme ça? Ah non, moi je ne suis pas du genre à dire c'est comme ça. Ça me choque beaucoup et je ne suis pas résigné, je suis indigné. Que l'on organise des plateaux qui ressemblent à des procès avec un flic qui n'a rien vu du dossier, une ancienne magistrate à la retraite qui n'a rien d'autre à faire que de parler d'un dossier qu'elle ne connaît pas, des avocats qui ne connaissent pas le dossier et, ça c'est la cerise sur le gâteau, un expert psychiatre qui parle de la personnalité du type qu'il n'a jamais expertisé, si vous voulez, et je dis dans le bouquin, là on propose aux gens, tapez 1, il est coupable, tapez 2, il est innocent. Non, ça c'est pas possible. Allez, maintenant parlons un peu d'avenir, parlons de demain. Technologic. Technologic. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Non. Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas mon métier. Il faut en avaler des couleurs pour faire de la politique. D'abord, il faut être d'accord avec tous les copains du gouvernement auquel on appartient soi-même. C'est-à-dire quoi. Il faut manger son chapeau de temps en temps. Non, c'est une discipline. C'est un exercice, j'en ai pas les compétences. Et puis, non, pas du tout. J'aimerais pas faire ça. Et pour clore chacun de ces entretiens, je pose une question récurrente. La question deuxième chance.
Si vous reveniez sur Terre, en sachant ce que vous savez, Ouais, que feriez-vous de votre deuxième vie? la même chose en mieux. Si vous me laissez une deuxième chance, je pourrais m'amender, quoi. Mais avocat, toujours. Ah ouais. Ah ouais, sûr, ça. Ça, c'est sûr. Ah ouais, sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir, vraiment. Très bonne journée à vous. Merci. Très bonne journée à tous sur LCI.